Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à tous, merci d'être nombreux en ce vendredi après-midi. J'ai le plaisir d'être accompagnée par des super podcasteurs et membres de l'écosystème du podcast. J'ai à ma droite Chloé Assous-Plugnan, chargée de production chez Arte Radio. À ma gauche, Julien Cernobori du podcast Cerno l'Anti-Enquête. Et encore à ma gauche, Fanny Cohen-Moreau, des podcasts Passion médiéviste, mais aussi des podcasts Passion moderniste et Passion antiquité. On en remet. Donc bonjour à tous, un grand merci d'être avec moi cet après-midi. Bonjour. Je me présente aussi, je suis Héloïse, responsable communauté chez Ocha, solution leader en France pour héberger et promouvoir son podcast. Et cet après-midi, on se retrouve autour d'un sujet qui est la communauté, comment développer sa communauté autour de son podcast. La communauté, aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise énormément et qu'on entend partout et qui est aussi parfois qui a plusieurs définitions. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, ont largement participé à la démocratisation de ce terme. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui se rassemblent en ligne peuvent être définies, en tout cas, comme être une communauté, alors qu'en fait, c'est peut-être pas que ça. Et c'est intéressant de remettre aussi la communauté au cœur de sa définition et de son sens premier. Pour vous, Fanny, Julien et Chloé, qu'est-ce que c'est une communauté et c'est quoi la différence aussi, surtout avec une audience ou un auditoire ? Par exemple, Fanny. Je dirais déjà une communauté, si je peux me permettre. En fait, effectivement, par rapport à une audience, il y a un petit peu plus d'implication. En fait, on va dire ça, je pense qu'une communauté, il y a quelque chose, il y a un lien entre toutes ces personnes. Il n'est pas juste écouter un podcast, il y a quelque chose d'un petit peu plus que ça, en fait, une forme d'attachement, quel qu'il soit, en fait, au projet commun. Un lien émotionnel. Ouais, pour moi, il y a quelque chose en plus, en fait, de quelque chose d'humain, au-delà de juste le chiffre de nombre de personnes. Oui, c'est ça, il y a un engagement, je dirais. Pour ma part, ma communauté en fait me soutient, me finance et quelque part m'aide dans mon travail. En fait. Ouais, on va en reparler, mais la notion d'engagement est hyper importante. Toi, Chloé, chargée de production chez Arte Radio, c'est un peu différent du métier de podcasteur. Comment tu définirais une communauté ? Alors moi, c'est vrai que j'ai pas une communauté, j'en ai plein. J'ai l'impression que Arte Radio, c'est déjà une communauté en soi au sein d'Arte France. Donc c'est cette équipe-là, en tout cas, c'est aussi beaucoup de liens, d'émotions et d'entraide. Et on est liés par notre travail là, il se trouve, mais on parle aussi à plein d'autres communautés parce qu'on a 10 podcasts. Donc après, à l'intérieur de chaque podcast, c'est un peu différent. Et on anime aussi les audioblogs, qui est une plateforme gratuite sur laquelle chacun peut créer son podcast, mais qui avait avant, donc c'était un forum avant que Facebook existe. Et là, ça faisait très communauté et c'était très beau parce que il y avait des échanges pratiques. J'ai acheté un Zoom, est-ce que tu penses que le Tascam c'est mieux, ou je dois enregistrer des oiseaux ce soir, comment je fais? Donc là, ça faisait vraiment bricolage et c'était une belle communauté. Donc après. Peut-être que là, il y a moins de liens concrets dans les communautés qu'on anime, mais elles se passent plus par l'écoute et par l'émotion de chacun. Mais c'est vrai que chaque communauté a aussi son objectif, entre guillemets. Pour ma part, chez Ocha, on a créé le Club Ocha et c'est vraiment aussi une communauté plus d'entraide à la base et aussi de networking. Et en tout cas, le sentiment d'appartenance, c'est vrai, il est hyper important. Il va se baser sur plein de choses. On va en parler. Ça peut être différentes choses, mais je pense que le lien émotionnel, c'est quelque chose qui fait la différence entre juste un volume d'auditeurs ou un volume de fanbase ou de clients, et aussi peut-être la conviction partagée par chaque membre que c'est ensemble que les besoins seront satisfaits, et c'est pour ça aussi qu'ils vont passer de la volonté d'être seuls et individuels à une communauté, à rejoindre un groupe. Et du côté des membres, on peut se poser aussi la question de
cette notion de charge émotionnelle qui est hyper centrale dans les podcasts, parce que c'est un format où on vient chuchoter au creux de l'oreille des auditeurs des histoires, parfois se livrer hyper personnellement. Pour vous, qu'est-ce qui fait le ciment de votre communauté, de vos communautés? Je sais que Loïc, toi, tu as un super exemple avec un des podcasts que vous avez notamment produit qui s'appelle Coming In. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous en parles. Oui, Coming In, c'est né en 2017. C'était un podcast unitaire. Donc pas du tout quelque chose auquel on s'abonnait. Voilà, c'était un unitaire, un documentaire unitaire qui a été écrit par Élodie Font et qui est devenu un roman graphique au mois de septembre dernier. Donc ce qui est incroyable, c'est que depuis 2017, Élodie, elle reçoit des messages tous les jours de gens qui sont touchés par... Peut-être rappeler le sujet aussi. Ouais, le sujet de Coming In. Donc, c'était un podcast très personnel où Élodie, elle raconte la découverte de son homosexualité. Et elle a appelé ça le coming in parce qu'en fait, elle a parlé du fait qu'en dehors du coming out, il y avait cette difficulté à s'avouer à elle-même qu'elle était homosexuelle alors que toutes ses amies étaient déjà au courant avant elle. Mais elle parle du passage difficile entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Pour elle, vraiment, voilà. Donc, c'est super émouvant. Et les messages d'auditeurs, ils sont d'auditrices, c'est incroyable. Il y a des jeunes femmes beaucoup plus jeunes qu'elle. Il y a des parents qui lui ont écrit pour expliquer qu'ils avaient mieux compris leur fille depuis l'écoute du podcast. Il y a des gens qui lui ont écrit. Là, elle m'a lu un message d'il y a un mois d'une femme qui lui disait que elle allait pas lui écrire un mail très long, mais que en gros, Élodie venait de changer sa vie. Elle a 50 ans, elle vient de quitter son mari. C'est ça qui est super fort, c'est l'impact sur la vie quotidienne et peut-être des groupes qui sont en minorité ou en tout cas en marge et du coup qui sont poussés à rejoindre des groupes et ce sentiment d'appartenance, il est inhérent à cette urgence et ce besoin de moins se sentir seule. Ce qui est super beau, c'est que Élodie, elle parle à la première personne et en faisant le podcast, elle aurait jamais imaginé que ça aurait cet impact. Bah, bien sûr, oui. Donc, elle parle à la première personne en pensant avoir vécu un truc, en plus, comme elle était traversé des passes de dépression. Assez personnel. Elle se sentait totalement seule face à cette histoire. Bon, en fait, évidemment, la découverte de soi, c'est totalement universel. Mais en fait, elle a découvert, elle aussi, qu'elle était en train de créer une communauté. Mais super. Donc ça, c'est la charge. Ouais. La charge émotionnelle et le besoin de se reconnecter avec des gens qui nous ressemblent, ça peut être un premier ancrage pour justifier le fait de rejoindre un groupe. Fanny, toi, sur tes podcasts qui s'appellent Passion médiéviste, qu'est-ce qui est le ciment de ta communauté? Alors, il y a un indice dans le nom, il y a même deux indices dans le nom. Donc effectivement, il y a la passion pour l'histoire en général et pour le Moyen-Âge, mais pas que. Et là, c'est aussi, en fait, même il y a une forme d'érudition que certaines personnes peuvent avoir, et là, ils sont contents de le partager avec d'autres gens. C'est que, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte quand je communiquais autour du podcast, et oui, j'avais plein de gens qui me disaient j'adore ça, j'adore ça. Et au début du confinement, je me suis dit tiens, je vais créer un Discord Passion médiéviste parce que j'ai tous ces gens sur les différents réseaux, autant les mettre ensemble. Et en plus, là, on avait envie de communiquer avec des gens et tout ça, ça avait tellement bien marché que là, effectivement, il y a une vraie communauté qui s'est créée. Et oui, il y a la passion pour le Moyen-Âge en général et pour le podcast, pour qu'aussi le côté jeune chercheur, parce que c'est aussi mon angle dans mon podcast, c'est de m'intéresser à ces personnes qui sont souvent peu valorisées, que ce soit dans le discours général ou un peu, c'est les thésards. Donc, il y a aussi, pour moi, un vrai travail de revalorisation. Donc, ça touche aussi les gens comme ça. Et donc, dans la communauté, il y a plein de gens différents mais oui, le goût pour l'histoire est quand même assez... Et aussi le goût pour les mauvaises blagues de médiévistes, ce qui a une petite niche, mais les blagues de médiévistes, c'est quand même quelque chose de très précis. Et là, vraiment, ça fédère beaucoup aussi. Ah, j'imagine. Et toi, Cerno, ça serait quoi peut-être le point commun à ta communauté, l'élément fédérateur? Alors, Cerno, déjà pour expliquer aux gens, sinon on ne va rien comprendre, c'est que c'est une enquête, en fait, que j'appelle une anti-enquête. J'ai un point de départ, mais je n'ai pas de point d'arrivée. Le point de départ, c'est que je me suis rendu compte qu'un tueur en série, le plus gros tueur en série français, pour le dire vite, a vécu dans mon immeuble à Paris. Et donc, je me suis remis à faire l'enquête, à retourner sur les lieux de crime,
à essayer de trouver des traces 35 ans après de cette affaire qui a déjà été résolue. On a déjà tout trouvé, les coupables, les victimes, etc. A priori, il n'y a plus rien à découvrir. Et moi, je me suis lancé là-dedans comme ça. C'est un peu comme une fuite en avant, une expérimentation, en fait. Et du coup, je pense que les gens veulent me... Alors, j'ai une démarche qui est très originale, qui est de faire des portraits d'inconnus. Il y a un truc un peu absurde. Et je pense que les gens veulent me soutenir et m'aider. Je pense que c'est ça et participer aussi quelque part, faire partie de l'aventure, parce qu'il y a un côté vertigineux qui doit leur plaire. Je pense que c'est ça, mais ouais. Fanny, la construction. Fanny qui fait partie de ma communauté. Ça, j'adore. Mais en fait, c'est vrai que toi aussi, on s'attache en fait à ce que tu fais toi. C'est que tu es un peu le guide dans cette enquête quand même. Tu te mets. En fait, moi, j'aime bien ça dans tes podcasts, c'est que on sait que de toute façon, tu vas nous emmener quelque part avec ta bienveillance, avec ton attention envers les gens, en fait, ton ouverture. Et en fait, tu nous amènes à faire découvrir plein de gens. Donc là, c'est la passion pour les gens, en fait, que tu communiques dans ce podcast. Et aussi, bon, il y a même le côté enquête, hein, finalement, et même secondaire. Oui, il y a des passionnés de true crime. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément les passionnés de true crime, je pense, qui après. Ça dépend. Oui, il y en a aussi, c'est ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui fait que j'écoute beaucoup et que ça me. En fait, on a envie de suivre avec toi. Il y a ce côté-là aussi. Parce que c'est pas très construit, en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de travail de montage. Mais les gens vivent l'enquête avec moi, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc, je pense qu'ils ont envie d'être avec nous. Et c'est intéressant de voir à quel point, du coup, là, c'est peut-être toi aussi, la porte d'entrée pour fédérer la communauté. On va revenir sur vos communautés et surtout, ce qui nous intéresse et ce qui, je pense, intéresse les personnes qui nous écoutent, c'est quelles ont été les étapes pour lancer vos communautés. Tu as évoqué un Discord, tu as évoqué un Patreon et il y a aussi autant de communautés que de podcasts du côté de Arte Radio. Par quels moyens vous avez construit vos communautés? Quelles ont été un peu les étapes de lancement? Et puis aussi, aujourd'hui, comment vous continuez de les animer au quotidien? Sarno, moi, Julien, pardon, j'ai l'habitude c'est mon surnom. de t'appeler comme ça. Comment ça s'est mis en place, ce Patreon avec 3 entrées? Alors déjà, moi, au début, je n'avais pas forcément l'intention de créer une communauté. Je voulais créer mon podcast, en fait, vraiment faire mon travail. J'avais envie de faire cette enquête. C'était une espèce de nécessité. Ça a été quoi le déclic alors? Et en fait, ça faisait longtemps que je voulais travailler sur une affaire criminelle et du coup là, j'ai eu cette opportunité. Mais alors, en fait, je me suis dit au début, je vais le financer sur mes fonds propres, ce podcast, sachant que c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire qu'un podcast comme ça de documentaire, c'est un temps plein, voire plus que du temps plein. C'est-à-dire qu'à la radio, on serait peut-être 3 ou 4 pour faire ça. Je sais pas. Oui, au moins, je pense, effectivement. Voilà, bon. Et du coup, je me suis pas forcément rendu compte du coût. Et au bout d'un an, je me suis dit, il faut quand même que je cherche à le financer, ce podcast. La pub, ça marchait pas trop. Et donc, j'avais entendu parler du Patreon. Et je me suis dit, je vais m'inscrire. Et là, donc j'ai passé une journée à faire ça, à m'inscrire sur Patreon. Et j'ai vu qu'on pouvait proposer des abonnements avec pour chaque abonnement une contrepartie. Et je me suis dit, en fait, j'ai aucune idée de contrepartie. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment une aide pour moi, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est le bon moyen d'avoir un retour de mes auditeurs. Toi, tu avais déjà un certain volume d'auditeurs. Tu étais à quel niveau d'avancement dans ton aventure de podcasteur? C'était quelques mois après le lancement. Disons que j'ai lancé mon podcast en juillet. Donc c'était assez récent. Et c'était en octobre. Okay. Et en fait, il y avait déjà quand même un bon volume. Ok. Mais bon, pas aussi important qu'aujourd'hui. Et donc, tu vas sur Patreon, sur Patreon, tu crées tes abonnements, demandant qu'est-ce que je donne en contrepartie. Parce que donc sur Patreon, qui est une plateforme de financement participatif, vous pouvez demander une participation financière à la communauté, et en contrepartie, vous leur donnez. En fait, les gens s'abonnent pour une somme que vous définissez, qui peut être assez minime. Et c'est un abonnement qui est reconduit chaque mois, et que les gens peuvent annuler quand ils veulent, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as proposé, toi? Alors, moi, j'ai 3 niveaux d'abonnement. J'ai 3, 5 et 10 euros. Pour 3 euros, c'est un soutien pur avec... enfin, pas pur, justement, avec j'ai ouvert une plateforme de discussion, Slack, en fait, sur laquelle les gens peuvent me contacter H24.
Pour 5 €, c'est cette plateforme, c'est Slack, plus un épisode bonus quand il n'y a pas d'épisode de podcast. Et pour 10 €, c'est tout ça, plus une réunion mensuelle, en fait. D'accord, donc il y a la notion de participation à l'enquête et surtout possibilité d'entrer en contact avec toi et d'échanger sur un Slack. Ouais. Les épisodes inédits et ensuite carrément des rencontres in real life, en vrai de vrai, dans un bar du 18e, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que les gens m'apportaient des indices. Je sais pas, la première fois que ça m'est arrivé, c'est un auditeur qui était inscrit sur Patreon et qui un jour m'a dit, écoute, j'ai parlé de ton podcast à mon bureau et il y a une fille qui a connu le tueur en série en question dans les années 80. Et donc voilà, en fait, les gens ont commencé, donc je suis allé interviewer cette personne et les gens ont commencé vraiment la machine a commencé à m'aider à enquêter parce que moi, j'ai pas forcément les moyens d'enquêter, j'ai déjà beaucoup de montage et tout ça. Donc voilà, c'était une bonne surprise, quoi. Et ça a été hyper bien reçu. Oui, ça fait que grossir. Bien sûr. Chloé, j'ai envie aussi de parler des goûters qu'organise Arte Radio, qui est un super moyen de rassembler. Donc, c'est des goûters d'écoute. Oui, c'est des goûters d'écoute. Alors là, il n'y a plus trop de goûters, je crois. Juste de l'écoute. Mais ça, à cause du Covid. Mais ça existe quand même depuis 15 ans, je crois. C'était au Point éphémère avant, tous les mois. Et là, c'est tous les mois encore à la Maison de la Poésie, le premier mercredi de chaque mois. Et donc, en fait, ceux qui l'ont créé, Sylvain Gire et Jeanne Robet, se sont rendus compte que c'est génial d'écouter des podcasts. C'est une écoute qui est solitaire, intime, etc. Mais qu'il y avait quand même... ça faisait quand même un bien fou d'écouter des choses ensemble et qu'on était chacun avec nos casques et que c'était quand même sympa de se retrouver dans une salle. Donc là, il y a 200 personnes, un peu plus de 200 personnes qui viennent à chaque goûter. Il y en a un dimanche. Et ce sera le dernier de la saison. Et c'est vrai que c'est vraiment un bonheur pour nous, en fait, de faire ça. Parce que on fait écouter des programmes en avant-première, en présence des autrices. Souvent, c'est des autrices. Et ça nous arrive souvent, par exemple, de faire un peu de remontage le lundi, quoi. Parce que c'est complètement infime, mais il se passe quelque chose quand on écoute ensemble. Des réactions, que moi je peux sentir parce que je suis émotions, à des réactions, quelque chose vraiment un rire là où on pensait pas du tout que c'était drôle ou l'inverse, on pensait que c'était hilarant, en fait, personne ne rigole. Et il y a une session d'échange après l'écoute avec l'autrice. Ouais, donc là, c'est... Ce qui est un moment de rencontre une expérience hyper intéressante aussi. Oui, on est tellement dans le jus, on est tellement dans le travail qu'on n'a plus forcément de recul sur le projet, donc... je pense que pour l'autrice, c'est un super moment aussi de reparler de ce qui s'est passé, un côté thérapie familiale. Mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment... Mais de toute façon, à partir du moment où il y a même une autre personne qui écoute un montage dans la pièce, une autre paire d'oreilles, déjà, on est super critique sur son travail. Mais là, si un son dure 2 minutes de trop, on est tous d'accord. Ça nous met tous d'accord à la fin de la séance. Et ça permet de rencontrer évidemment les auditeurs. C'est ça, la rencontre, je pense que c'est en fait, les rituels pour animer une communauté, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est assez logique que ça fasse partie de ce que tu proposes aussi, ces rencontres ritualisées. Donc, on a évoqué déjà 2 types de formats qui sont assez différents, des rencontres type goûter, un Patreon qui permet le financement et en fait même la création et la continuité du podcast avec l'enquête qui devient participative. Fanny, toi, qu'est-ce que tu fais comment tu as créé au début et lancé la communauté? Tu parlais tout à l'heure d'un Discord. Comment ça s'est fait et à quel moment? Et ensuite, aujourd'hui, comment tu continues de l'animer? Alors, avant même le Discord, donc au début, j'étais sur une autre maintenant, je suis Patreon aussi, on en parlera. Mais au début, j'étais sur une autre plateforme de financement participatif. Et au début, d'ailleurs, j'ai lancé cette campagne parce que, alors vraiment, c'est très anecdotique. Pour les 1 an du podcast, j'avais eu Feu des Grandeurs, j'avais fait un live anniversaire avec plein d'invités, j'étais trop contente. Et une ancienne invitée m'avait fait un mug Passion médiéviste avec d'un côté mon logo, de l'autre côté un mème avec Jacques Le Goff, qui est un médiéviste connu. J'étais trop contente de mon mug, je le mettais en photo partout. Et les gens m'ont dit, et nous aussi on veut ce mug.
Et donc, vous voulez des mugs? Donc, on était en 2018. On vend encore des mugs en 2018 avec des logos dessus. Tu avais sous-estimé ça. l'amour que certains de tes auditeurs avaient pour toi et ton podcast. Voilà. Et alors, moi, j'ai pas fait de marketing ni rien dans ma vie. Donc là, en fait, je me suis dit, les gens veulent des mugs, on va leur donner des mugs. Et je voulais pas faire Alors, en plus, je me suis compliqué la tâche. Je voulais pas faire une boutique en ligne parce que je voulais leur envoyer moi-même avec un mot à la main. Je me dis, voilà, je vais bien faire les choses. Donc, j'ai trouvé une plateforme où je me suis dit, les gens peuvent me donner de l'argent et en don contre don. Donc, en don, ils me donnent de l'argent et en contrepartie, des goodies. Donc, j'ai fait des mugs, des tote bags. C'était quoi la plateforme? On peut J'ai pas envie de la nommer. Ah oui, d'accord. Et, tu la recommandes pas? Non. Et du coup, ça a commencé comme ça et vraiment, ça a pris doucement et tout ça. Et là où au début, je me suis dit, c'est une façon de fidéliser les gens. Et moi, je me dis, ça me faisait plaisir. Et au début, clairement, j'étais en déficit d'argent, mais total. C'est vraiment, au bout de 6 mois, mon copain m'a dit, mais je te rends compte que tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes avec cette histoire. Donc là, je me suis dit, on va un peu repenser les choses. Et maintenant, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un niveau où effectivement, alors j'envoie de moins en moins. Alors, j'ai plus fait de mugs parce que les mugs, c'est une casse-tête à envoyer. Mais j'envoie parfois des goodies. Mais finalement, maintenant, les gens me donnent plus forcément d'argent pour les goodies, mais parce que ils veulent me soutenir. Et effectivement, dans mes podcasts, au fur et à mesure, je disais aux gens, si vous me financez, alors déjà, moi, ça me permet. En fait, j'ai d'abord pensé à tout ce que je pouvais financer sans me payer moi au début, par exemple. Faire une illustration pour chacun de mes épisodes. Donc là, je paye quelqu'un qui me l'en fait parce que je ne sais pas faire ça. Je payais aussi mon hébergement. En fait, je me suis dit, concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent m'aider en finançant? Et au fur et à mesure, j'ai dit aux gens, si vous voulez aussi que je passe de plus en plus de temps sur mes podcasts. En fait, ce qui est évident, ce que tu disais tout à l'heure, que toi qui étais venu assez vite, moi, vu qu'en fait, je travaillais en dehors de mes podcasts, au début, quand j'ai commencé mes podcasts, j'avais un temps plein. Et au fur et à mesure, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas devenir mon travail, tout simplement? Donc, c'est venu très progressivement. C'est là où je me suis dit, j'aimerais lancer mon deuxième podcast, donc Passion moderniste sur l'époque moderne. J'ai besoin d'atteindre tel palier pour que moi, en fait, je me dis, je peux y consacrer du temps. Et à ce moment-là, tu communiquais déjà au jour le jour avec eux sur une plateforme? C'était les réseaux sociaux en général. Et même avant de lancer le financement, j'ai beaucoup demandé aux gens, est-ce que vous seriez prêts? Parce que je me dis, si je le lance et que ça marche pas ou que les gens finalement. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux gens. C'est si vous faites un financement, consultez un peu votre communauté parce qu'en fait, si finalement vous avez rien, vous risquez en fait d'être un peu déçu au début. Donc et aussi prendre son temps. Je l'ai pas lancé tout de suite. J'ai lancé au bout d'1 an et demi de création de mon podcast. Mais c'est intéressant. Et voilà, en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. La place déjà des réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de la différence entre avoir une fanbase et une communauté. Il y a tout de même une complémentarité entre avoir un canal privé comme un Discord ou un Slack et connaître et maîtriser les réseaux sociaux parce que ça peut être un premier canal de communication sur lequel on va pouvoir impliquer sa communauté, poser des questions, les contacter dans un premier lieu, prendre aussi la température parfois quand on a besoin de sonder un peu les gens. Lorsque j'ai créé le Club Ocha, j'ai fait le choix du canal privé sur lequel allait vivre le Club Ocha. Est-ce que c'est un Slack? Est-ce que c'est un Discord? Est-ce que c'est autre chose? Et toute la partie en amont, la communication, elle s'est faite sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'onboarding, l'intégration des personnes, par onboarding, j'entends le fait de faire monter à bord les premiers membres sur la communauté, dans la communauté, c'est hyper important. Moi, je sais que j'avais très peur de lancer le Club Ocha et d'être seule à parler au début. En fait, le fait de pouvoir demander à un certain nombre de personnes de me rejoindre dès le début et d'avoir finalement un petit noyau dur d'ambassadeurs, de fidèles, d'auditeurs fidèles qui ont été là aussi dès le début, qui ont peut-être même suivi les coulisses de la mise en place d'un podcast ou de tout projet. Ça peut être des premiers membres fondateurs sur lesquels vous allez vous reposer et qui peuvent vous aider aussi à porter le message sur le canal privé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Justement, moi, mes premiers membres, en fait, c'était mes invités. C'est ça. En fait, vraiment, au début, je me suis dit aussi, on parlait du Discord, j'avais aussi envie de tous mes invités. Alors, en plus, moi, il y a un intérêt supplémentaire, c'est que c'est pour beaucoup des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire. Ils ont sûrement des choses à se dire. Et je suis très contente parce que ça marche. Quelqu'un dit, tiens, j'ai un problème avec tel truc dans mes recherches. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comme il y a des colloques
Comme il y a des séminaires d'historiens, en fait, parfois on dit que le Discord, c'est un peu un séminaire en ligne. Ça les aide vraiment et je suis tellement contente quand j'en vois qui dit « Ah, mais attends, ça peut m'aider pour mes recherches, le document dont tu parles. Tu peux m'envoyer la référence et tout ça. » C'est génial. Bien sûr. Donc ça, c'est un peu ma première communauté. Et vraiment, au début, je dis tous les gens qui parlaient souvent avec moi, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, où moi, j'ai une forme de communication très spontanée. Clairement, voilà, je n'ai pas forcément réfléchi à la chose. Je me suis dit, je dis tout le temps aux gens qui font un podcast, si on communique pas autour, personne ne sait qu'il existe. Ah bah ça, c'est ce qu'on dit chez Ocha. Ça semble la base, mais il y a plein de gens qui n'ont pas forcément ce feeling de communication. C'est pas évident, parce que c'est un truc du quotidien, enfin quasiment. Il faut y mettre beaucoup d'énergie. Il faut avoir aussi envie de s'exposer d'une façon ou d'une autre, à un degré à un autre. Donc il y a des gens qui peuvent ne pas être à l'aise avec ça, et ce que je comprends tout à fait. Mais en même temps, s'il y a un podcast, c'est fait pour être écouté. Donc si on veut plus d'auditeurs, il faut passer par là, il faut trouver quelqu'un pour nous aider là-dessus. Donc là, moi, c'est un peu comme ça que ça s'est développé. Et puis maintenant, il y a un vrai... Alors, effectivement, les événements, moi, j'essaie d'en faire. Là, j'ai envie de faire plein de choses. Mais bon, là, le Covid était compliqué. Mais j'aimerais faire, par exemple, j'aimerais faire une sorte de mini-colloque passion médiéviste en faisant des tables rondes avec d'anciens invités. Là, il faut juste que je m'y mette. C'est du temps. J'aimerais faire ça à la rentrée, mais oui. On va s'en parler aussi de est-ce que tout le monde peut lancer une communauté, qu'est-ce que ça demande juste pour revenir sur cette notion de maîtrise des réseaux sociaux et d'objectif d'atteindre des personnes, puis de fédérer et de fidéliser des personnes, est-ce que vous, au sein de vos communautés sur les réseaux sociaux, vous arrivez à vous rendre compte qui fait partie de votre noyau dur et de votre communauté de fidèles? Je sais, Chloé, que les podcasts sont à la fois diffusé sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute pour avoir un maximum d'audience touchée, donc un public large. Mais pour autant, il y a des personnes très fidèles qui vont plutôt peut-être écouter sur une autre plateforme qui est Arte Radio. Oui, la majorité de nos auditeurs, ça reste Arte Radio. Donc ils y arrivent directement par Arte Radio, pas parce qu'ils le connaissent. Ouais, je crois qu'il y a 10 ans, il y avait 80% d'accès direct. Ce qui veut dire que c'était quelqu'un qui tapait arteradio.com ou on était dans leurs favoris, mais ça reste encore, ça existe encore parce que c'est très éditorialisé, c'est un magazine, donc on y va pour voir ce qui s'y passe et on va aussi y aller pour se dire c'est quoi le dernier son qui est arrivé. Et nos pratiques ont beaucoup changé. En fait, avant, on fabriquait des podcasts et puis on les mettait en ligne et on était super contents et c'était la fin du chemin. Et maintenant, c'est à peu près la moitié du travail. Mais c'est super intéressant ce que disait Fanny et ça rejoint encore ce que je vais dire sur YouTube, Apple Podcast et tout ça. C'est qu'en fait, avant de penser, bien avant de penser aux goodies et tout ça, il faut savoir fabriquer un podcast. Et donc, en fait, on sous-estime toujours, tous les gens qui nous écrivent, qui veulent faire des projets et qui n'en ont jamais fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes podcasteurs, de gens qui se sont lancés. Je ne sais pas où vous en êtes ici de vos créations de podcasts. Vous nous direz pendant la session de questions-réponses. Mais c'est un excellent conseil de se dire qu'il faut faire 3-4 épisodes au minimum. Ouais. Après, ça peut, si c'est des podcasts d'1 heure, voilà, mais il faut. On peut pas se lancer comme ça, lancer son podcast et puis on verra bien, je serai là tous les mois, il n'y a pas de problème. En fait, fabriquer du son, Julien l'a dit, il fait le travail de 5 personnes. Fabriquer du son, fabriquer des tasses, c'est pas au cœur de notre travail. Faire des posts Facebook, trouver le bon ton, écrire un podcast, acheter le bon matériel, être toujours à l'affût de ce qui sort, oraliser sa parole, travailler sa voix, tout ça, c'est différents métiers. On veut tout faire. Donc, il y a une promesse, en fait. Ouais, et ça prend énormément de temps et ça demande une implication dingue. Il y a énormément de podcasts qui disparaissent. Et en fait, c'est vraiment problématique de se dire, je veux créer une communauté qui m'attend, c'est un rendez-vous, c'est une promesse. Il y a une certaine. Il vaut mieux sortir son podcast tous les 2 mois et être là vraiment tous les 2 mois que dire ce sera une fois de temps en temps. Sinon, c'est comme si on recevait pas notre magazine, notre abonnement, quoi. Tout d'un coup, il y a un fantôme. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez Arte Radio, qui est l'endroit où vos auditeurs fidèles vous retrouvent et vous écoutent et y vont de leur propre chef. Et vous avez YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Mais c'est intéressant aussi de souligner la puissance de YouTube pour le podcast. Aux États-Unis, c'est encore
bien plus qu'en France, utilisé comme un canal d'écoute pour les podcasts. Donc, de capitaliser sur les réseaux sociaux sur un moteur de recherche, disons, comme YouTube, pour faire découvrir son podcast. Et pour avoir des abonnés YouTube, il faut publier régulièrement. Exactement. C'est-à-dire que c'est impossible de... Bien si sûr. on fait ça une fois tous les 2 mois, ça ne marche pas. En tout cas, au sein même des réseaux sociaux, tu as des objectifs différents. C'est-à-dire que tu vas avoir des objectifs de notoriété et de toucher pour la première fois des publics qui ne te connaissent pas en publiant sur YouTube, en ayant même des stratégies sur les réseaux sociaux comme Instagram, en utilisant un certain nombre de formats, certains hashtags, ce genre de choses. Et pour autant, tu vas avoir, pour rejoindre un peu ce que Fanny disait, pléthore d'outils d'interaction pour pouvoir aller sonder, demander des réponses à ta communauté, créer un premier lien avec ta communauté ou ta future communauté. Et toi, Cerno, tu arrives un petit peu à comment tu vois un peu cette ambivalence réseaux sociaux, communauté privée Slack? Alors moi, j'ai dû beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux au début pour lancer mon podcast. J'ai un ami qui m'a donné des conseils. J'ai fait des posts vraiment très précis, c'est très très régulier, etc. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. C'est pas mon métier. Et maintenant, je poste vraiment rarement sur les réseaux sociaux. Et je ne communique avec mes auditeurs que par Slack, en fait, par les gens qui sont abonnés. D'accord. En général, donc ça me permet de. Donc, tu as ta vitrine. Oui, parce que. Tu as les échanges privilégiés. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens me contactent quotidiennement, en fait, sur toutes sortes de réseaux. Et je me suis trouvé assez vite dépassé parce que c'est le jour, la nuit et tout ça. Et voilà. C'était ça ta question? C'était exactement ça. Okay. Et alors, au niveau des résultats observés, est-ce que vous avez un sentiment que la création de la communauté et la communauté permet d'augmenter aussi vos écoutes? Alors, l'écoute dans le podcast, c'est toujours compliqué pour les mesures d'audience. Est-ce que vous arrivez à corréler, en tout cas, des actions ou des engagements de votre communauté sur votre podcast? On parlait du Discord tout à l'heure. Moi, le Discord m'aide aussi beaucoup. Oui, c'est des formes de discussion privilégiée. C'est que je parle beaucoup, pour le coup, des coulisses du podcast. Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis à faire un podcast sur tel sujet. Vous en pensez quoi? Ou alors, quand je vais faire un enregistrement, que moi, j'ai déjà prévu toutes mes questions, je dis, est-ce que vous avez des idées de questions en plus? Et moi, du coup, ça m'aide à savoir quel sujet intéresse plus les gens. Même si, clairement, moi, je m'amuse à faire des sujets. Par exemple, je vais faire un épisode sur les carreaux de pavement. Je sais que tout le monde s'en fiche des carreaux de pavement, mais ça va être génial. Donc là, ça m'aide à savoir les sujets qui plaisent, mais je veux aussi proposer des choses pour surprendre les gens. Et ça m'aide aussi pour le coup. Alors, je sais pas si c'est pas les audiences, mais en fait, l'humain, c'est important aussi. Clairement, quand j'ai des moments de doute, et je sais pas si tu as ça toi aussi, Julien, quand il y a des moments où je dis, là, en fait, j'ai pas le temps de sortir des épisodes. Donc en fait, comme je m'en veux, parce que du coup, je fais ces épisodes pour eux. En plus, je suis financée. Donc même si j'ai pas de publicité, je suis très contente de ça, c'est que je me dis, la pression que j'ai, c'est je dois satisfaire les mécènes, mais ils sont très bienveillants, je le sais, mais je me mets quand même parfois une pression faut que je sorte l'épisode. Et parfois, juste, je confie ça, et j'ai toujours quelques personnes qui vont me dire peut-être ce que j'ai besoin d'entendre, mais non, t'inquiète, ça va aller. Et ça fait que même si je fais ce podcast seule, je me sens beaucoup moins seule avec tous ces gens. Après, sur l'audience en général, ce qui est bien, c'est de savoir effectivement si un podcast est partagé ou pas, ou si, j'ai fait écouter le podcast à ma mère ou à mon frère, et ça, c'est assez chouette pour avoir ça. Et de voir aussi les gens qui arrivent sur le Discord, parce que par Patreon, en fait, on peut avoir un truc automatique, les gens contribuent au Patreon, paf, ils arrivent sur Discord. Là, je vois bien quand, par exemple, là, j'ai sorti un épisode il n'y a pas longtemps qui a beaucoup plu. Là, j'ai vu qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées, j'ai fait, OK, là, ils arrivent par tel épisode. Donc, parfois, ça peut être un indicateur. Une porte d'entrée, un indicateur. OK, très bien. L'un de vous? Oui, c'est sûr que mes contributeurs contribuent au bouche à oreille aussi. En fait, ils en parlent autour d'eux, ils ont conscience en fait de faire partie de cette aventure et ils veulent m'aider. Après, c'est vrai qu'ils me donnent aussi plein de pistes. Ils me rechargent, notamment quand je suis vraiment au bout du rouleau parfois de fatigue, voilà, parfois j'en peux plus. Et donc, toutes ces réunions mensuelles, en fait, c'est eux qui me donnent des pistes, en fait, qui me disent, mais continue, accroche-toi, et va dans telle direction, nous, ça nous intéresse. Et du coup, ça devient mes producteurs, en fait. Et je me sens effectivement beaucoup moins seul, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments clés dans l'enquête qui ont fait couler énormément d'encre sur le Slack et du coup, qui se sont répercutés sur un épisode
tant attendu par tout le monde. Tu vois, j'essaie d'imaginer des corrélations qu'il peut y avoir dans la sphère privée, le Slack, et du coup, ça génère un pic d'écoute sur un épisode attendu. Non, je sais pas. En tout cas, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai proposé à mes contributeurs un bonus où j'étais à mon bureau et je faisais une espèce de bilan sur tous les phénomènes étranges qui m'étaient arrivés. Et je pensais vraiment que c'était un truc qui n'était pas diffusable et je l'ai fait pour eux. Et ils ont tellement aimé que je me suis dit, tiens, je vais le diffuser dans un épisode. Et j'ai eu beaucoup de retours en fait là-dessus. Donc voilà, ça c'est ce que je peux te donner comme exemple. Ouais, carrément. Après, je sais pas, j'en sais rien. C'est créer aussi l'intérêt des auditeurs. Chloé? Nous, on n'a pas de contraintes publicitaires non plus. On est débarrassé de ces contraintes-là, donc c'est assez génial. Et du coup, notre préoccupation, c'est l'auditeur. On s'occupe des auditeurs en fait. C'est notre travail. Et du coup, dans les audiences, on regarde plusieurs choses parce qu'il y a le volume des écoutes qui est compliqué à mesurer. Enfin, bon, c'est tout un débat. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont, par exemple, le taux de complétion. Donc, c'est la durée moyenne d'écoute d'un podcast. Et je sais que sur un podcast à soi, elle est super forte. C'est notre podcast féministe mensuel. Et donc, elle peut aller jusqu'à 80%. Et en fait, moi, j'ai même un objectif secret qui est que on espère que les auditeurs écoutent plusieurs fois un épisode. Mais ça, je ne peux pas le mesurer. C'est des épisodes longs. Ça peut être Coming In, par exemple, c'est un bon exemple. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont réécouté parce qu'il y a des gens qui nous disent je l'ai réécouté plein de fois et j'entends encore des choses. Et moi-même, en tant qu'auditrice, si je réécoute un podcast, ça m'arrive. C'est absolument génial. En fait, j'essaie de comprendre le mystère qu'il y a derrière j'ai entendu une phrase, mais j'aimerais la réentendre. Enfin, ce bonheur esthétique de la réécoute, c'est génial de savoir qu'un auditeur a écouté plusieurs fois. Moi, j'ai ça aussi parce que les gens me disent on en a marre d'attendre un nouvel épisode, du coup, on va tout réécouter. Je me disais, la menace. Mais j'ai déjà des gens qui m'ont dit j'ai déjà tout écouté 3 fois. Je me dis c'est génial. Non, mais ça, c'est génial. Et j'en ai fait plus d'une centaine. Donc, je me dis, c'est vrai que si j'en ai écouté il y a plusieurs années, ils redécouvrent. Mais je trouve ça génial, quelqu'un qui me dit ah j'ai réécouté ça et tout ça. Je me dis c'est génial. C'est super chouette. On va prendre un petit peu de minutes pour écouter vos questions et y répondre. Moi, ce que je trouve beau dans tout ce qu'on s'est dit, c'est que il y a une infinité de possibilités de créer une communauté. Il n'y a pas aussi de syndrome de l'imposteur à avoir. On peut la lancer avant même de lancer son podcast pour embarquer des personnes dans l'aventure. Emma, qui est dans la salle, a lancé son podcast Frisotti il y a quelques jours. Et en fait, le fait d'impliquer avant même la première diffusion de son podcast sur ses réseaux sociaux, compte qu'elle a créé pour le podcast, a permis un énorme engouement, une attente. Donc, il n'y a pas. J'entends souvent des personnes qui me disent oui, mais je viens de commencer, ou oui, mais j'ai pas assez d'écoute pour lancer ma communauté, ou j'ai pas le caractère pour. Je suis pas née community builder. Non, en fait, il n'y a pas de personne, je crois. Personne. Il n'y a pas de thématique. J'ai une podcasteuse que j'ai en tête qui fait un podcast sur l'acné. C'est un sujet hyper compliqué en fait. Il y a aussi le podcast Vénus et Pilette à la chatte où en fait elle avait créé un compte Instagram en parlant d'histoire de l'art. Du coup, ça fait effectivement, elle a eu ce compte Instagram avec plein de gens qui étaient intéressés par le sujet. Et après, elle a lancé son podcast là-dessus. C'était logique en fait. Et là, ça fait qu'elle a eu plus de 10 000 abonnés sur son compte Instagram. Donc des gens qui étaient prêts après. Sur le féminisme, c'est plus évident que sur des sujets où on pourrait imaginer que la thématique même est quelque chose de se tourner vers soi, sur quelque chose de hyper introspectif, etc. Et en fait, on a tous des besoins de se rassembler. Du côté podcasteur, ça peut créer énormément de valeur, de la valeur de contenu, de la valeur financière, de la valeur émotionnelle, du reboost d'énergie, de l'engagement, des audiences aussi et beaucoup plus d'écoute, une notoriété, du bouche à oreille. Donc, il y a vraiment pas de frein et de critères à l'entrée pour toutes les personnes qui ont envie de fédérer et de prendre le temps. En revanche, ça prend le temps, ça demande du temps, de prendre le temps d'échanger avec ses auditeurs et du coup de rendre ces auditeurs un peu plus fidèles et de constituer un noyau dur. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais passer dans la salle.
Bonjour, moi c'est Guillaume. Je viens de créer un podcast qui s'appelle Déter il y a un mois. Et du coup, le côté communauté, je trouve ça hyper important. Et moi, j'ai fait une soirée de lancement justement pour, dès le début, que ma communauté se rencontre, etc. Et comme le podcast s'appelle Déter, j'ai voulu montrer la motivation directe. Et je suis commencé par un podcast hebdomadaire. Donc toutes les semaines, 40 minutes, 1 heure de podcast. Et du coup, je me demandais, parce que évidemment, je ne vais pas pouvoir tenir ce rythme sur la longueur, est-ce que c'est possible de changer de rythme en cours de diffusion? Et si oui, comment l'annoncer? Et j'ai une deuxième question dans cette question. Est-ce que l'été, par exemple, serait un bon moment pour annoncer justement un peu Déter prend un peu des petites vacances, mais on est toujours là toutes les 2 semaines, quoi. En gros, c'est ça ma question. Alors, changer de rythme, moi je l'ai fait au début, j'ai commencé avec un rythme hebdomadaire justement pour créer une audience, quoi. Je voulais créer un suspense aussi narratif, donc il fallait que ce soit fallait pas attendre trop longtemps avant l'épisode suivant. Et au bout d'un moment, comme c'était vraiment trop fatigant, au bout d'un an, je suis passé à un épisode tous les 15 jours. Parfois, j'ai fait une petite entorse quand vraiment j'arrive pas à livrer l'épisode, j'attends encore une semaine, donc il se passe 3 semaines. Après l'été, oui, ça s'annonce aux auditeurs. Voilà, il faut que je prenne des vacances et on se retrouve à telle date. Il faut donner un rendez-vous. Mais je pense qu'au début, il faut quand même y aller, quoi. Il faut quand même être endurant. Je pense que l'endurance, c'est vraiment la clé du podcast. Et moi, j'ai commencé, par exemple, à diffuser en été parce que je sais que je savais que tout le monde s'arrêtait pendant l'été. Tous les podcasteurs s'arrêtaient. Et du coup, voilà, j'en ai profité pour occuper un peu l'espace à ce moment-là, quoi. Si je peux compléter ce que tu dis, c'est aussi, n'hésite pas vraiment à communiquer aux gens. En fait, moi, je pars du principe que si les gens, tu leur expliques pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais une pause, pourquoi tu passes à un autre rythme, ils accepteront. Oui, il faut expliquer. Oui, si tu expliques. Et moi, il y a un podcast là un de mes podcasts Passion moderniste. J'ai plus le temps de le sortir tous les mois. C'est un de mes podcasts, on va dire, secondaires. Je suis passée à tous les 2 mois et j'ai juste expliqué aux gens. Là, en fait, concrètement, j'ai plus le temps. J'aimerais bien avoir des dimanches de libre. Donc, en fait, je dis aux gens, là, et ils comprennent, ils disent, vas-y. Donc, moi, l'été, peut-être, je peux aussi te conseiller, essaie de tenter d'autres choses. Si tu veux pas forcément, effectivement, ton rythme, il est très, très dur. Essaie de te dire, tiens, l'été, je vais essayer de faire un format différent. Tu testes un truc. Ça peut être aussi l'opportunité de se dire, voilà, les gens, ils vont accepter d'être dans un rythme différent, donc ils peuvent écouter un truc différent. Et tu le dis au début, tu dis, voilà, je vous propose un truc, et tu verras aussi si ça marche. Ça peut être un moyen de tenter un truc. Merci pour vos réponses. Et oui, je complète la transparence. C'est je pense, le plus évident et ce qui sera le mieux accueilli. On parlait aussi de l'aura que vous avez en tant que podcasteur et de l'engouement que vous pouvez générer autour de votre personne et de votre personnalité. Tu lances un podcast qui s'appelle Déter avec un podcast par heure. Si tu dis, en fait, je me suis emballée, est-ce que c'est OK pour vous? Vas-y à fond et dis-le avec toute la transparence du monde. Il y a une autre question par là. C'est une question pour Fanny. Fanny, oui. On peut avoir un exemple de blague médiéviste? Ça a manqué quand même. Tu as annoncé et puis après. Je sais pas, si on te traite de mérovingien, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que les rois mérovingiens, parfois, ils ont un peu régné. Enfin, par exemple, les derniers rois mérovingiens, c'était des rois qui arrivaient au trône à 12 ans, qui mouraient à 17 ans. Et donc, clairement, on traite de mérovingiens, c'est pas top. Ou alors, clairement, les médiévistes ont un peu vraiment, quand tu vois des groupes d'historiens, les médiévistes, c'est ceux qui se la pètent le plus. Et ils vont traiter tout ce qui est après le Moyen-Âge, pour eux, c'est du journalisme. Vraiment, ils sont capables de traiter quelqu'un qui travaille sur le XVIIe siècle de journaliste. On est vraiment sur des blagues comme ça, hyper précises. Mais si tu veux, je t'en dirai d'autres, mais il y a cet endroit-là. C'était la meilleure question. Je ne sais pas si je vais réussir à faire mieux que ça. Je voulais juste rebondir un petit peu avant de poser ma question pour Déter. Tu as dit un truc qui m'a percuté parce que tu dis, oui, est-ce que je peux faire ça? Et je pense que c'est hyper important. Il ne faut pas qu'on oublie que notre podcast, c'est notre podcast et fais ce que tu veux, fais comme tu le sens. Et personne t'en voudra de suivre ton instinct. Ça, c'est mon avis perso, mais je trouve que c'est important parce que parfois, on a tendance on croit qu'on est hyper engagé envers les gens et que ça y est. Et en fait, c'est le début d'une propre prison qu'on se construit et ça devient not good. Alors, sinon, mes petites questions. Alors, j'en ai 2. La première, c'est comment faire comprendre à sa communauté que c'est sur Discord ou sur Slack qu'on parle pour parler avec nous.
Parce que moi, j'ai ce problème-là. Enfin, donc, je fais du podcast et j'ai ce souci-là aussi, c'est que j'ai des messages un peu partout, Instagram, Twitter, ce que tu veux. Et j'ai vraiment peur de vexer les gens et de leur dire ouais, mais en fait, tu veux me parler, c'est là. Donc, du coup, je le fais pas. Mais du coup, je m'embourbe moi-même dans un truc où je sais même plus à qui je réponds sur quel réseau social. Donc, comment est-ce qu'on dit ouais, ça se passe là? Et la deuxième question, c'est comment faire, et du coup, ça rebondit un petit peu à ce que je venais de dire avant. Comment faire pour être actif avec sa communauté sans culpabiliser? Enfin, moi, j'en suis à un stade là où je communique beaucoup avec ma communauté, c'est trop cool, mais je culpabilise aussi dès que je donne pas de nouvelles. Et je me dis, ouais, mais en même temps, il faut aussi que, enfin, je peux pas être tous les jours sur le Discord. Donc, comment est-ce qu'on gère ça en termes de contraintes de temps? Et t'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que le côté, en fait, il faut payer pour me parler, ça peut faire bizarre. Mais je suis d'accord qu'effectivement, il y a un côté malaise. Alors, moi, j'avoue que je parle à tout le monde tout le temps. Donc, je suis peut-être pas forcément le bon exemple et peut-être que j'y passe beaucoup de temps, mais parce que j'aime bien spontanément répondre aux gens. Mais, alors du coup, ouais, si tu veux compléter, parce que... Ouais, non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que sur Slack ou Discord, il faut envoyer une invitation. Donc, il faut qu'il y ait déjà un premier contact, quoi. Moi, il m'arrive quand même de répondre sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, parfois, les gens comprennent qu'il faut s'abonner enfin, ils comprennent tout ça, je ne le dis pas forcément, mais ils comprennent que pour me parler, pour me demander des conseils, il faut qu'ils s'abonnent et que c'est le meilleur moyen de me trouver. Ta deuxième question, c'était quoi? Et pour compléter sur la première aussi, peut-être que ça peut être intéressant de... commencer à répondre, enfin, je ne sais pas quels sont le type de questions qu'on te pose, mais tu peux commencer à répondre à la question et y répondre de façon plutôt globale, mais surtout inviter et expliquer la valeur qu'on va retrouver sur le Slack ou le Discord en disant pour prolonger le débat, pour prolonger la discussion, pour aller plus loin, pour qu'on prenne plus de temps ensemble, je t'invite vraiment à le rejoindre. Et comme ça, il n'y a pas non plus une non-réponse totale, mais vraiment, c'est en fait plus une opportunité pour toi d'expliquer en quoi c'est intéressant d'aller plus loin et de rejoindre un autre canal plus privé. Et sur la deuxième question, qui était comment le gérer au quotidien, il reste 1 minute. Ouais, c'est vrai que moi, au début, j'avais une vingtaine de contributeurs sur Patreon et maintenant, j'en ai 750, donc ça devient très compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que j'accueille les gens toujours dès qu'ils arrivent. Je discute un petit peu avec eux. Et après, ils comprennent bien aussi que, en fait, j'ai pas forcément le temps. Donc, je les laisse un peu interagir entre eux, discuter entre eux. Et parfois, je donne des nouvelles. Comme là, ça fait 3 jours, par exemple, que je donne des nouvelles, que j'explique ce que je fais, quelle interview j'ai faite ce matin. Je mets une photo, etc. Mais voilà, j'essaie de limiter et de faire en sorte qu'ils comprennent sans trop les vexer que... je suis débordé en fait et que j'ai pas trop le temps, mais bon, je suis prêt à répondre. Et parfois, certains m'interpellent personnellement et ils ont des questions précises et je suis prêt à répondre à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. Au début, c'était tous les jours. Voilà, mais je pense que j'explique parfois que je suis désolé, j'étais pas là, mais j'étais en montage, en reportage. Ouais, c'est ça. Comme on disait, si on explique, les gens sont prêts à accepter. J'espère que vous avez à la fois été nourris par ces échanges et eu peut-être des réponses à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à écouter les différents podcasts qui se trouvent autour de moi. Si vous voulez vous lancer dans le podcast ou rejoindre Ocha, n'hésitez pas aussi. Le Club Ocha, c'est aussi un espace privé communautaire qui réunit tous les podcasteurs Ocha pour de l'entraide, de la rencontre et de la mise en relation. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à nous solliciter, nous écrire sur les réseaux aussi. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.